ultime table ronde avec 2 dirigeants d'ETI du secteur. Donc je vais demander à Elisabeth Hérault, PDG de CNR, et Eric Scotto, cofondateur et président d'Accio Énergie, de bien vouloir me rejoindre pour cette ultime séquence. Salut. Tout à fait. Alors, on a entendu effectivement un certain nombre de choses là, depuis le début de cette conférence. On a eu beaucoup de prises de parole. Donc maintenant, on va donner la parole donc, aux dirigeants d'entreprise. Elisabeth Hérault, je vais commencer avec vous. Alors, CNR, tout le monde connaît, concessionnaire de la production d'hydroélectricité sur le Rhône. Vous êtes une entreprise qui existe depuis déjà un peu plus de 8 décennies, mais une entreprise dont on a une certaine image, mais qui est aussi une entreprise qui bouge, qui innove, peut-être plus que ce qu'on pourrait attendre. Alors, en quelques mots rapidement, déjà, est-ce que vous pouvez nous planter un peu le décor et nous dire CNR aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Alors Eric vient de me dire qu'il fallait que je réveille l'atmosphère. Donc non, nous ne sommes pas une entreprise de production d'hydroélectricité. Nous sommes ce que la loi sur la transition énergétique essaye de promouvoir, à savoir nous sommes un aménageur des territoires traversés par le Rhône, puisque nous avons 3 missions solidaires les unes avec les autres. Et notre première mission, c'est tout ce qui touche à la navigation et à l'irrigation. Et à l'époque, puisque vous parlez de 8 décennies, à l'époque, un homme avait imaginé que pour gérer ces 2 missions, il fallait de l'argent, et donc il avait confié à la CNR le soin de construire des ouvrages sur le Rhône pour produire de l'hydroélectricité. Et avec les recettes de l'hydroélectricité, ce qui est encore vrai aujourd'hui, nous finançons effectivement l'irrigation et la navigation. Alors je dis que c'est une entreprise très en avance par rapport à ce que nous voulons faire en France et partout ailleurs. En avance parce que d'une part, nous sommes une des rares entreprises, pour ne pas dire la seule, à gérer un fleuve de façon intégrée. D'autre part, ce que veut la loi sur la transition énergétique, tout au moins sur les concessions hydroélectriques, nous avons 183 collectivités au capital de la CNR. Et enfin, nous sommes aussi une entreprise qui est dans la transition énergétique, puisque aujourd'hui, nous avons 37 champs éoliens et 17 champs photovoltaïques, en plus de ce que nous gérons sur le Rhône. Donc nous sommes, entre le Rhône et ses développements récents, nous sommes le premier producteur d'énergie renouvelable en France, puisque le Rhône fait 3000 MW et que nous avons à objectif 2020 1000 MW et aujourd'hui à peu près 600 déjà développés. Donc vous voyez, on croit connaître la CNR, mais c'est une entreprise très particulière. Alors nous sommes dynamiques, oui. Et vous innovez. Donc expliquez-nous un peu quelle est votre stratégie en la matière. Vous avez évoqué effectivement une diversification, éolien, photovoltaïque. Votre stratégie en matière d'innovation, c'est quoi ? Alors on a la chance d'être ce qu'on appelle une ETI, donc on a 1400 personnes, donc 1400 personnes, ça permet de faire beaucoup de choses et d'être très mobile, et donc nous travaillons sur différents sujets. Alors je pourrais en citer 50 000, on est aujourd'hui extrêmement impliqués dans tout ce qui est hydrogène vert notamment, mais comme l'ADEME est là, j'ai envie de promouvoir ce que nous faisons avec l'ADEME sur les hydroliennes fluviales, parce que ça fait partie de ce que j'appelle les énergies du futur. Et donc les hydroliennes fluviales, avec le soutien de l'ADEME, nous développons un projet au nord du Rhône de 39 hydroliennes fluviales qui va être une des plus grandes fermes hydroliennes fluviales au monde. Et ce projet va nous permettre en fait je dirais, tester en fait la capacité qu'on aurait à créer en France une filière qui pourrait s'exporter à partir de l'utilisation simplement du courant et non plus des chutes. Et pour moi, c'est un sujet important parce que je pense que l'un des problèmes aujourd'hui que nous rencontrons dans la transition énergétique en France, c'est d'avoir des idées. Moi, je suis très contente de participer à une table ronde où on parle du talent des entreprises. Nous avons des idées, mais ces idées, nous avons du mal à les transformer en filière industrielle. Donc nous avons raté, à mon sens, quand même, une partie de la première vague de la transition énergétique, puisque c'est vrai que quand même pas mal de choses se sont faites à l'international, ont été relayées chez d'autres. Et j'aimerais que dans les énergies du futur, puisque je crois aux énergies du futur, celles que nous n'avons pas encore inventées aujourd'hui, je crois qu'il y a des filières industrielles à créer. D'accord ? Ça, c'est un premier point, c'est un point très technique, et sans le soutien de l'ADEME, on ne le ferait pas.
Deuxième point, je pense qu'il n'y a pas dans les énergies, la production d'énergie renouvelable que la partie technique. Il y a aussi toutes les parties contractuelles et financements, etc., qui sont sujets à des innovations qui doivent être, je dirais, menées par ces entreprises dynamiques. Et notamment, on a parlé à différentes reprises cet après-midi du financement participatif. La CNR a lancé un programme d'éoliennes dans l'Ardèche et nous avons lancé un financement participatif avec une plateforme qui s'appelle Enerfip. Et contre toute attente, parce que nous ne nous y attendions absolument pas, nous avons en 3 jours bouclé notre financement et nous avons été obligés d'ouvrir une seconde tranche de ce financement pour répondre à la demande. Et j'y vois là un signe extrêmement fort d'une adhésion. Plusieurs personnes l'ont dit, mais je crois qu'on dit trop de choses contre les énergies renouvelables en France. Moi, j'y vois une adhésion aussi très forte du public et des collectivités. Et donc, effectivement, voilà, dans l'innovation, il faut aussi se tourner vers les consommateurs, vers les acteurs. Et si on parle d'énergie intégrée dans les territoires, ce sont des personnes, ce sont des collectivités, ce sont des acteurs. Et il faut qu'on s'adresse à ces acteurs si on veut que ces énergies soient effectivement acceptées. Je voudrais conclure sur un point qui correspond à la CNR. C'est depuis des années, la CNR, en étant au cœur des territoires, accompagne les collectivités et les parties prenantes le long du Rhône. Et donc, nous avons, je dirais, une certaine expérience de comment pouvoir faire partager une richesse que les gens voient couler tous les jours sous leurs yeux, qui est le Rhône, et où ils se disent « ce n'est pas possible que je n'en ai pas des retombées ». Et je pense qu'en France, aujourd'hui, quand on parle des énergies renouvelables, on parle des territoires et on doit aussi parler de ces retombées économiques sur les territoires. En termes d'emploi, on en a parlé beaucoup cet après-midi, mais aussi parce qu'il appartient à ceux qui produisent de l'énergie renouvelable d'accompagner aussi, au-delà des emplois, d'accompagner la vie des territoires. Alors peut-être justement, concrètement, vous, en termes d'emploi sur votre territoire, est-ce que vous avez été moteur justement? Est-ce que vous avez pu susciter un certain nombre d'emplois directs évidemment, mais aussi indirects? Alors indirect, on a calculé que rien que dans la vallée du Rhône, on génère 12 000 emplois avec le Rhône. Après, en dehors du Rhône, on en a parlé cet après-midi, ce sont des emplois extrêmement dispersés. Je pense que c'est important de rappeler que les énergies renouvelables sont créatrices d'emplois. Je trouve qu'on a un petit peu de mal aujourd'hui en France. On parle tellement de la destruction des emplois qui, effectivement, sont sur des énergies plus traditionnelles, qu'on a du mal à imaginer que ces emplois qui vont être effectivement non pas détruits, mais qui nécessairement doivent évoluer vers d'autres formations, d'autres énergies, que ça sera remplacé. Tout à l'heure, Bruno a évoqué les chiffres. Hein. J'ai entendu 800 000 emplois. Enfin, je crois qu'il faut se dire qu'il n'y a pas de destruction d'emplois. Il y a en fait, en emploi net, il y a plus d'emplois que ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que la production, hein, il y a tous les services liés à l'énergie aussi, hein, et il y a énormément de potentiel. Voilà. Alors avant de donner la parole à Eric Scotto, je voudrais revenir, vous avez dit on a quand même un peu raté le premier virage de la transition énergétique. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qui a été mal fait qui fait qu'effectivement on peut se dire qu'on a laissé passer des opportunités? Je crains de choquer en disant qu'on a été terriblement français, c'est-à-dire en fait, quand j'entends tout à l'heure, je ne savais pas que nous sommes à l'origine du bio-diesel. Et voilà, on a plein d'idées en France, on a plein de talents, et après, on a une tendance à s'éparpiller, à peut-être être contre tout, à ne pas croire aux choses, je ne sais pas. En tout cas, on a des idées, on a des gens qui sont capables de mettre en œuvre des filières industrielles extrêmement performantes. Je voudrais vous dire que moi, quand je vais à l'étranger, puisque la CNR travaille à l'international en ingénierie, je suis absolument sidérée par la réputation que nous avons, nous, CNR, petite entreprise dans le paysage énergétique, cette réputation qu'on a à l'international, parce qu'on nous considère comme des très grands spécialistes de la navigation et de la gestion de l'hydroélectricité au fil de l'eau. Et je pense qu'on a, à l'international, on voit plus le talent que nous avons qu'en France. Et je pense que c'est un de nos problèmes. Moi, je fais passer ce message régulièrement. Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut concrétiser après. Et pour concrétiser, il faut accepter d'aller plus vite. Il faut accepter On a une réglementation, on en a parlé tout l'après-midi, on a une réglementation épouvantablement lourde, même s'il y a énormément de progrès qui ont été accomplis. Et je crois qu'en fait, il ne faut pas grand-chose pour qu'on passe de ces idées extraordinaires que nous avons à une réalisation, je dirais, qui transforme en emploi pérenne.
Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth Hérault. Alors, Éric Scotto, Elisabeth Hérault a commencé à parler de l'importance de l'international. Alors, Akuo, c'est une entreprise plus jeune que CNR, puisque vous avez été créé il y a tout juste 10 ans, développeur de NR. Aujourd'hui, déjà, un petit mot de présentation sur le groupe Akuo Énergie. Ce que je vois, c'est que tu es toujours très forte pour les transitions, parce que tu fais parler l'intervenant d'avant exactement, tu finis pour la mettre exactement où tu veux commencer la suite, donc c'est absolument génial. Hein. Elle a un talent fantastique. Effectivement, on est une société beaucoup plus jeune, Akuo Énergie n'a qu'une dizaine d'années. Néanmoins, j'avais commencé ma carrière dans les énergies renouvelables par une autre société qui s'appelait Perfect Wind en 2003. Donc je sais ce dont tu parles, puisqu'on vient de vivre 15 ans finalement de transition énergétique en France. Et lorsque j'ai commencé dans ce métier, le marché total de l'éolien en France faisait 112 mégawatts. Donc aujourd'hui, ça vous fait tous sourire, mais c'est pas si vieux que ça. Donc ce qui est assez intéressant, alors Akuo Énergie, qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, c'est très simple, on développe, on finance, on construit, on exploite des centrales énergétiques d'origine renouvelable uniquement. Donc on a commencé par l'éolien en 2003. On a poursuivi dans le solaire, l'hydraulique, plus modestement que la CNR, bien entendu, la biomasse bois, et surtout on a innové il y a à peu près 6 ans dans le stockage. On a été parmi les premiers à penser que le stockage serait une des pierres angulaires en fait, des énergies renouvelables dans le futur. Pourquoi alors c'est assez intéressant, puisque Elisabeth, toi tu parlais de la France. Et nous, en fait, modeste entreprise française, on a très vite compris que ça serait très compliqué ici. Très compliqué dans les énergies renouvelables. Donc ça a été un petit peu notre chance, puisque nous, on s'est tourné vers l'étranger. Et finalement, il y avait une telle complexité ici pour se développer. Je ne jette pas la pierre, hein, c'est le choix de notre mix énergétique d'origine qui était ce qu'il était, ce qu'il est toujours d'ailleurs, qui nous a poussé vers l'étranger, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est présent dans une trentaine de pays, sur tous les continents, et que finalement, on a excellé à l'étranger, puisqu'aujourd'hui, on a 1 giga 2, presque 1200 mégawatts de construit ou en finalisation de construction dans le courant du mois. Donc c'est pour une entreprise d'énergie renouvelable, c'est pas mal. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Et en fait, notre métier, c'est quoi? C'est un métier d'aménageur de territoire. Alors c'est vrai que ces territoires, nous on est allé les chercher très loin, jusqu'en Nouvelle-Calédonie, jusqu'en Uruguay, en Argentine, au fin fond de l'Afrique, et j'en passe. Mais ça a été une expérience absolument géniale. Et en fait, qu'est-ce que sont que les énergies renouvelables, et notamment à l'étranger? En fait, on bénéficie d'un facteur qui est fondamental, c'est que nous sommes des énergies décentralisées. Donc au cœur même des territoires. Donc on a vite compris que notre rôle d'industriel irait bien au-delà d'un simple producteur d'énergie, mais qu'on serait au cœur même de la révolution, de l'évolution et de la mutation de ces territoires. Donc ça, c'est vraiment l'ADN d'Akuo Énergie. C'est de s'être exporté pour travailler au cœur même de ces différents territoires. Et aujourd'hui, une nouvelle phase s'ouvre, puisque Akuo effectivement est présent dans de nombreux pays. Et aujourd'hui, il y a une volonté d'être un peu chef de file, d'emmener d'autres entreprises avec Akuo à l'international. Alors, je suis entièrement d'accord avec Elisabeth quand elle dit qu'on a raté une phase. Allez, on va tous dire ce soir, on a volontairement raté une phase. Hein. Il y a des gens comme Jean-Louis qui sont là, il y a beaucoup de gens qui sont là, donc on ne va pas faire dans le politiquement correct. J'ai la chance d'être une société indépendante, non cotée, qui possède 80% de son capital, donc je dis ce que je veux. Et c'est bien notre particularité, c'est de pouvoir... Le fait d'être indépendant n'a pas de prix. D'ailleurs, vous avez vu la news de ce matin qui me ravit, hein. Total qui prend une position minoritaire certes aujourd'hui, mais avec la volonté de monter en puissance, c'est quand même la consécration de 15 ans de travail. Je trouve ça formidable. Ça veut dire qu'en fait, on est devenu mainstream, on est vraiment maintenant le moyen de produire de l'énergie. Et comme le disait Arnaud Mine tout à l'heure, et c'est vrai, ne croyez pas ce qu'on vous dit, c'est le moyen le moins cher de produire l'énergie dans le monde, aujourd'hui. Hein, pas demain, aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que c'est sur les derniers appels d'offres stockage solaire dans nos îles, hein, dans les îles françaises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est moins cher que le mix énergétique d'origine, aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'on vend notre énergie solaire plus le stockage moins cher que le charbon sur les îles françaises. Il faut le savoir, c'est aujourd'hui, hein, c'est pas demain. Donc on a réussi ce pari.
Et donc, pourquoi on a raté un certain nombre je dirais, d'opportunités? Elisabeth, si en 2005, Areva, je vois des anciens qui sont là, rachète à ce moment-là une des premières sociétés éoliennes. Non, c'était pas Bonus, c'était ceux qui ont été rachetés finalement par les Indiens, Repower. Si Areva rachète Repower à ce moment-là, vous imaginez bien qu'on aurait été dans une situation, n'est-ce pas Marion, où il aurait fallu faire de la place à l'éolien. Mais personne n'avait envie de faire de la place à l'éolien en France à ce moment-là. Et on a eu tout un tas de rendez-vous ratés comme ça, Nordex. Il y a eu tout un tas de rendez-vous où on n'a finalement pas voulu avoir d'industriel de l'éolien en France parce qu'il aurait fallu anticiper la question de qu'est-ce qu'on va faire de notre nucléaire. Je suis désolé. C'était une question qu'on... Oui, alors, je vais venir d'ailleurs. Je vais venir en conclusion là-dessus. C'est absolument toujours d'actualité. On n'a pas changé notre mix énergétique. On n'a pas pris... je crois que c'est la dernière question que tu poseras. Et moi, je dirai aux élus ce que j'attends d'eux. Enfin, c'est bon. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a raté. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire avec Énergie dans cet aménagement des territoires dans cette trentaine de pays? Ce qu'on s'est aperçu, c'est que les donneurs d'ordre locaux, que ce soit les États, que ce soit les régions, les maires, quand on parle d'une île comme Kalimantan, dans l'est de Kalimantan, c'est des petits villages, etc. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Quand on leur amène l'énergie, ils nous disent mais vous ne pourriez pas nous amener ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis finalement, en France, on a effectivement beaucoup de talents, beaucoup de sociétés, de start-up, de gens qui innovent, etc. Donc, jusqu'à il y a 2 ans, on avait décidé d'être agnostique, de ne jamais investir dans la technologie. Notre métier, c'est d'installer la technologie la plus adaptée à une situation donnée dans un endroit du monde. Simplement, on estime qu'on ne va pas assez vite. Cette transition énergétique évolue, ça fait beaucoup de parler, beaucoup écrire, etc. Mais je vous assure, on ne va pas assez vite. Quand vous voyez la force des cyclones, l'augmentation de la puissance de ces ouragans, etc., qu'est-ce qu'on attend pour bouger? Donc on a décidé de prendre notre responsabilité et de sélectionner un certain nombre d'entreprises. Alors il se trouve qu'elles sont françaises, mais honnêtement, c'est par hasard, c'est parce qu'on est là et qu'elles viennent nous voir, qu'on trouve très intéressantes dans notre dispositif pour nous aider à amener des solutions complètes pour l'aménagement de ces territoires. Et donc, on a investi dans un certain nombre de ces sociétés. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Il y a des petits secrets qui seront révélés dans le courant du mois d'octobre. Je fais durer le suspense. Mais l'idée, c'est qu'on a franchi la ligne et qu'aujourd'hui, on n'a pas honte de pousser un certain nombre de technologies parce qu'on trouve que ce sont les meilleures. Et on va essayer de pousser cette marque France un petit peu partout. Et je vous assure que ça va bouger parce qu'on amène des technologies dans des toitures solaires, par exemple, des technologies dans le stockage, des technologies dans d'autres types de choses. Je vais faire attention de ne pas le dire. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'arriver avec une solution globale, compétitive, et qui change la vie des territoires, qui permet en Afrique de fixer les populations. Parce qu'on pourra mettre tout ce que vous voulez comme financement de police, d'armée, de tout ce que vous voudrez. On n'a jamais stoppé des migrations de cette ampleur comme elles sont aujourd'hui en train de se passer en Afrique. La seule solution, c'est le développement. On a une chance extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on a la technologie pour aider à fixer ces populations. Vous savez qu'on est impliqué aussi dans l'agriculture, qui est un autre des axes de nos développements. Donc voilà un petit peu le AQO 2.0, c'est-à-dire on sort un petit peu de notre rôle. Et tu savais qu'on avait aussi innové, comme vous, dans l'investissement participatif. Tu as raison, c'est quelque chose qui est demandé, mais partout, et pas qu'en France. C'est vrai qu'en France, on a une régulation qui est une des plus avancées au monde, c'est extraordinaire. On l'a fait un peu différemment que vous. On a créé notre propre site de crowdlending, de prêt participatif, qui s'appelle AQO-COP. Et pourquoi on l'a fait comme ça? C'est parce qu'en fait, on voulait vraiment désintermédier l'investissement participatif. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 façons de le faire. Il y a des gens qui ont souhaité le faire, de monter des sociétés prospères, un petit peu mode Internet, et en fait, de faire la désintermédiation qui n'est pas une vraie désintermédiation. Ils ont pris la place des banques. C'est-à-dire qu'ils ont repris le boulot des banques, en fait, quelque part. Mais toujours en gardant la même marge. Ils montent le chiffre d'affaires et puis après, ils vendent ça à une banque.
Bon, très bien, je respecte. C'est pas ça qu'on a fait. Nous, on a souhaité faire de la vraie désintermédiation, c'est-à-dire cette marge qu'on a supprimée au milieu, on la redistribue entre les investisseurs, qui sont les gens qui veulent investir dans le projet, et celui qui prend le risque, c'est-à-dire l'industriel. Donc du coup, il n'y a plus cette marge au milieu, et à la fois les individus investisseurs et l'industriel s'y retrouvent, parce qu'on a laissé ça uniquement, enfin, on a réduit ça à la portion la plus congrue, qui est la partie informatique du projet. Donc c'est une vision un tout petit peu différente, mais d'autres le feront, j'en suis sûr. Alors, une réaction, tu parlais effectivement de Total, on l'a évoqué au début de cette conférence, c'est quand même une annonce importante aujourd'hui, vive les ENR. Justement, on a raté certaines opportunités, notamment sur le plan industriel. L'arrivée de grands groupes comme Total, c'est quoi? C'est justement une chance parce que c'est beaucoup de moyens, ou est-ce que c'est une autre histoire qui va s'écrire? Comment est-ce que vous voyez cela tous les deux? Moi, je considère que c'est une chance, hein. J'ai toujours pensé que, de toute façon, quand on va à l'international, Total est déjà très présent, hein, Total ou d'autres dans très les gros énergies qui arrivent sur renouvelables, ce hein. secteur. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je crois que certains projets, comme les projets offshore dont on a parlé en début d'après-midi, ne sont pas forcément des projets, je dirais, à l'échelle de TI. D'autres projets sont plutôt à l'échelle d'entreprises comme Akuo ou comme CNR. Je pense qu'il y a vraiment une place pour tout le monde. Mais moi, le fait que des gros s'intéressent aux énergies renouvelables me donne beaucoup d'espoir, parce que ça veut dire que ça devient inéluctable. Moi, c'est ça que je note. Alors, je ne sais pas si c'est bien que ce soit des gros qui rachètent les petits. Ce dont je suis sûre, c'est que c'est un signe très fort qu'on sort de l'ère du passé et qu'on rentre dans l'ère du futur, parce que les grands groupes investissent rarement sur des choses qui sont, je dirais, sans espoir. Et le fait que beaucoup de grands groupes commencent à s'intéresser aux énergies renouvelables, pour moi, c'est un message d'espoir. Ils ont attendu, et maintenant qu'on arrive à la compétitivité, effectivement, ils arrivent. Je crois que ce à quoi il faut veiller en France, le petit risque pour moi, c'est par exemple quand je dis que nous avons développé ce projet d'hydrolienne fluviale avec l'ADEME, nous avons aussi, au-delà de l'ADEME, nous avons aussi entraîné des startups derrière nous, hein. On travaille aujourd'hui avec HydroQuest, et quand on regarde tous les projets que la CNR développe, elle développe ces projets avec des entreprises locales et des startups. Et là où il faut qu'on fasse attention en France, c'est que nous aidons, nous, du coup, ces startups à démarrer, hein. Et le problème, c'est que quand on les a bien aidés à démarrer, il y a pas mal de groupes étrangers qui viennent les chercher. C'est un des tout petits risques que nous avons dans ce grand écart qu'on a entre la petite start-up qui s'intéresse à un point particulier des énergies renouvelables et puis les grands groupes. Mais il y a de la place pour toute la chaîne. Tu veux ajouter quelque chose? Non, moi je partage avec toi. Enfin, c'est extraordinaire. On vient, en à peine 15 ans, on vient de faire une révolution. Enfin, c'est une transition extraordinaire en à peine 15 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Donc Total qui rachète enfin, partiellement RN, etc. C'est une opportunité. Oui, c'est vraiment. Moi, je trouve ça génial. Alors, une dernière question à tous les deux. Effectivement, il y a un certain nombre d'élus dans la salle. Donc, si vous avez un message à leur faire passer sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, puisqu'on a beaucoup parlé de complexité et d'après de simplification, quel serait ce message, Elisabeth Ayrault? Il y a eu des messages passés cet après-midi auxquels j'adhère. Il y a un message complémentaire. On vient de dire qu'on avait pris un peu de retard. C'est une façon très aimable de dire qu'en fait, on a pris beaucoup de retard. Je rappelle quand même que dans les pourcentages que l'on évoque d'énergie renouvelable, il y a l'hydro. Hein, et l'hydro pèse 12 à 13%. Donc il faut quand même. Ce sont nos anciens qui l'ont fait, hein, l'hydro. C'est pas nous. Hein. Il faut s'en rappeler. Donc on est en retard. Voilà, moi je veux le dire quand même. Alors il y a un risque, c'est de vouloir rattraper le retard. Et je pense que si on veut rattraper le retard, on est fichu. C'est pas le retard qu'on doit rattraper, c'est se projeter dans le futur. Et moi, j'ai un message fort à l'attention des élus, c'est en France, on a des idées, on doit investir dans le futur, on doit investir dans la nouvelle façon de produire des énergies. Je pense que ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas forcément ce que nous aurons dans 50 ans. Le solaire est effectivement une des énergies les plus porteuses, les plus prometteuses. Il y a encore beaucoup de choses à inventer sur le solaire. Et donc, moi, le message que j'ai à faire passer, c'est ne courons pas après notre passé. Je ne parle pas du nucléaire, je pourrais en parler, mais je ne le mets pas dans mon propos pour que ça soit clair.
ne courons pas après notre passé, et dont les citoyens d'aujourd'hui et de demain à se projeter dans le futur dès aujourd'hui, pour qu'une fois, enfin, on dise que la France a de l'avance. C'est un rêve. Alors, pour moi, le triptyque pour le développement de ces prochaines années, ça va être bien sûr les énergies renouvelables, mais je crois que là, il n'y a plus rien à prouver. On a gagné la bataille économique, donc ça va se faire naturellement. Le stockage, qui est essentiel dans la maîtrise du réseau, est absolument essentiel. Et là aussi, il y a une loi de Moore qui existe, et on baisse le prix du stockage chaque année de façon... comme on l'avait fait pour les panneaux, ça va très très vite. Il y a un autre point qui sera cher à l'ADEME, et puisque Bruno est là, c'est bien entendu l'efficacité. Et là, les élus ont une grande responsabilité, c'est l'efficacité énergétique et l'effacement. Sans efficacité, c'est-à-dire arrêter la course au mégawatt, mais travailler aussi sur le négawatt. C'est du 1+1. À chaque fois qu'on crée un mégawatt de renouvelable, il faut créer un mégawatt d'effacement. Donc ça, c'est le triptyque. Maintenant, moi, la demande que j'ai à faire aux élus, à l'étranger, je ne fais pas cette demande, mais en France, c'est de revoir notre mix énergétique. Il y a un autre mix énergétique possible, et il faut arrêter de se mentir. Dire on va faire 50% d'énergie renouvelable en 2050 dans notre mix énergétique, ce n'est pas de la prestidigitation en disant on garde le nucléaire et on met 50% d'énergie renouvelable parce qu'on a doublé la demande. Il va falloir arrêter de mentir et de ne pas faire croire aux gens que parce que nous allons passer à toute mobilité électrique, ça va doubler la consommation d'électricité en France. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, ma demande, elle est extrêmement simple. Pour la première fois, on a eu la chance d'avoir un ministre qui a annoncé potentiellement la nécessité de fermer 17 réacteurs de centrales nucléaires, ou je ne sais plus, ou 15, peu 17, importe, oui, 17 je crois, donc si j'ai bonne mémoire. Oui. Donc, moi, ce que je demande, c'est qu'on le fasse, qu'on l'intègre dans un vrai plan, pas un plan où on va se faire violence, mais un plan où on ferme X réacteurs par an, ou chaque année, ou tous les 2 ans, peu importe, un vrai plan avec un calendrier. Et très honnêtement, c'est le seul moyen de faire la place aux énergies renouvelables. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Pourquoi ? On n'a pas besoin de plus d'énergie. Je vais peut-être vous choquer. C'est marginal. On a besoin de plus d'énergie, bien sûr, qu'on construit le Grand Paris, qu'on fait des nouvelles lignes, etc. C'est 600 mégawatts en plus, on a besoin, mais ça reste marginal. La mobilité électrique, c'est un besoin supplémentaire. L'ADEME avait fait un rapport excellent là-dessus. Il est nécessaire de revoir notre mix énergétique et ce dont nous avons besoin, nous, industriels, c'est de visibilité, c'est tout. Et qu'on ne fasse pas ça dans la douleur, qu'on fasse ça avec sérénité, parce que pour des raisons économiques et de sécurité, il est absolument nécessaire de faire évoluer ce mix, et qu'on fasse ça tous ensemble, avec une concertation, et je vous assure que ça va bien se passer. Il faut faire passer le message que ça va bien se passer parce que tout le monde n'y croit pas apparemment. Et effectivement, évolution aussi sur le plan social, on parlait de l'accompagnement des emplois. En France, on ne croit jamais à rien. Je voudrais quand même rebondir sur le déchet, parce que j'entendais tout à l'heure. Je voudrais quand même vous dire que quand on sait, donc il a dit tout à l'heure que 4 poubelles sur 10 vont dans les centres d'enfouissement et 3 dans les usines d'incinération. Pour avoir eu la chance de travailler dans ce monde, est-ce que vous savez la galère que c'est pour construire un centre d'enfouissement ou une usine d'incinération ? En France, on ne veut pas. Donc si on se contente d'accepter qu'on ne fasse rien, alors il ne se passera rien. Et pourtant, chacun d'entre vous met sa poubelle devant sa porte en partant le matin. Et elle devient quoi ? Elle ne part pas avec des petites ailes et elle ne disparaît pas dans l'atmosphère. Il faut des outils pour traiter tout cela. Et bien c'est pareil pour les énergies renouvelables. Je rebondis sur ce que dit Eric, c'est pareil. Il faut qu'on arrête de se mentir. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Et je ne suis pas tout à fait d'accord en disant il y en a qui n'y croient pas. Il y a beaucoup de gens qui y croient. Et il y a encore quelques personnes tournées vers le passé qui ne veulent pas y croire. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Il y a peut-être des réactions, questions dans la salle à nos 2 intervenants, où les échanges se poursuivront lors du cocktail. Voilà, tout le monde va aller poursuivre les échanges un verre à la main. Donc, merci à tous les deux. Je vais tout de suite donc redonner la parole aux 2 présidents, donc Jean-Louis Bal et Bruno Léchevin, pour le mot de conclusion. Je crois qu'il n'y a pas de conclusion. La conclusion a été faite, et pas simplement par nos 2 derniers intervenants.
Je pense qu'on a vécu un petit moment de bonheur, d'espoir, d'espérance, mais pas simplement sur de la croyance en devenir, mais sur de la réalité. On sait que maintenant, le mouvement est irréversible. On a compris qu'il faut l'accélérer, l'amplifier. On va le faire ailleurs, mais on va aussi le faire en France. Il ne faut pas rater le rendez-vous de la PPE. Il faut qu'on arrête de dire les choses, il faut les faire. Ici, ce soir, vous avez été la démonstration que nous faisions, vous faisiez. On va continuer à vous accompagner pour le faire. Il va falloir, au-delà des convaincus d'ici, aller raconter la belle histoire aux autres. Ce n'est pas une histoire du futur, c'est une histoire qui est basée sur des réalités objectives. On a vu la compétitivité des ENR, on a vu la capacité d'innovation, la rapidité de l'accélération. Et donc demain, il n'y a pas d'autre solution qu'une évolution significative du mix énergétique avec l'enjeu de l'efficacité énergétique, la réduction de la consommation et le développement massif des énergies renouvelables. C'est la valeur de demain, c'est l'emploi de demain pour notre pays, mais aussi pour notre capacité à exporter. Donc on ne peut être que très heureux. J'en profite pour remercier Jean-Louis et ses équipes pour avoir organisé cette belle manifestation. Et peut-être que dans un an, on en fera d'autres. Et on verra que ça a été très vite et que ce sujet va plus vite que d'autres. Et donc, on ne peut être qu'heureux et avoir confiance sur l'avenir. Ça va, Jenny. Bon, mais moi, je ne vais pas en rajouter. Simplement remercier aussi l'ADEME de nous avoir aidés à organiser cette journée. Donc, qui a, comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, montré les talents. Je pense que... Il y en a d'autres qui l'ont dit, les talents que nous avons en France. Et je voudrais simplement terminer en vous disant que la dernière table ronde a illustré donc la capacité de nos entreprises à rayonner à l'international. Alors nous avons mené un travail conjoint avec l'ADEME pour établir une cartographie des projets réalisés donc, par nos entreprises à l'international. Ce sera un outil interactif. Donc, ceux qui n'ont pas encore répondu à notre enquête pourront s'y joindre dans le futur. Donc on présentera bientôt cette cartographie qui contient déjà une soixantaine de projets. Et je pense que c'est relativement représentatif, mais on ira encore beaucoup plus loin. Et là, vous verrez que le dynamisme de nos entreprises, il est tout à fait remarquable. Donc je vous propose de se retrouver au cocktail. Nous aurons l'occasion donc d'encore échanger. Et encore une fois, merci à l'ADEME. On aura encore beaucoup besoin de vous.